coronavirus 19, qui est une maladie infectieuse émergente de type zoonose virale causée par la souche de coronavirus SARS-CoV-2. Avec nous, donc, Dr Khadija Khatabi, qui est docteur-chercheur en virologie, biologie moléculaire et biotechnologie. Alors, sa recherche se spécialise dans le développement des médicaments pharmaceutiques biologiques depuis 6 ans. Il intervient régulièrement à la publication des articles scientifiques et la communication des résultats lors de plusieurs événements scientifiques au Maroc et en Europe. Elle a travaillé sur le coronavirus aviaire comme projet de thèse à la faculté des sciences et techniques de Mohammedia et a pu développer un vaccin inactivé adjuvé homologue contre le coronavirus de volaille avec la société Biopharma. Une fois lauréate de la FSTM, la thèse a eu le prix de distinction en tant que meilleure thèse en 2017 en sciences biologiques et santé au sein de l'Université Hassan II de Casablanca. Actuellement, il occupe le poste de responsable virologie au sein de la société Atlas Vétérinaire. Donc, Dr Khadija Khatabi, il va nous éclaircir sur la maladie, sur le diagnostic et sur la prévention. Avec nous aussi, Dr Habib Abou Taleb, qui va nous parler aussi et qui est médecin en endocrinologie, métabolisme et nutrition. Il va nous parler du diabète comme étant facteur de risque pour avoir des complications du Covid avec et il va nous parler aussi de son expérience en tant que professionnel de la santé et en tant que médecin. Avec nous, docteur Loubna Shrif Alami, qui est médecin dentiste spécialiste, parodontologie, implantologie. Il a de l'expertise en odontologie légale, expert judiciaire assermenté auprès des tribunaux du Maroc. Et il va nous parler sur la mise en place du texte et loi juridique qui permet aussi la prévention contre la pandémie, que ce soit pour les citoyens ou pour les professionnels. Et enfin, notre cher professeur, grand professeur qu'on respecte beaucoup, professeur Dr Mohamed Mouhaoui, donc, qui est médecin anesthésiste, réanimateur, urgentiste, professeur de l'enseignement supérieur à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, et il est président de la Morocco-Cine. Donc, il va nous parler sur la pandémie du Covid-19 et sur, c'est-à-dire tout ce qu'il a mené et tout ce qu'il a mis en place en mesure pendant le confinement, d'accord? Donc, et sur le plan ou le protocole de prise en charge ainsi que des procédures préventives et d'hospitalisation. On va commencer par Dr Khadija Khatabi. Donc, Dr Khadija Khatabi, à vous la parole. Merci, mesdames, messieurs, bonsoir. Tout d'abord, merci, professeur, d'avoir organisé ce webinaire et de m'avoir invité à présenter ce travail sur le coronavirus, les coronavirus et Covid-19, diagnostic et prophylaxie. Tout d'abord, je veux présenter les points saillants de cette présentation, à savoir une introduction générale pour situer le sujet, en présentant la relation entre les coronavirus et le Covid-19 et l'étiologie du coronavirus.
Le diagnostic du corona, notamment le diagnostic clinique différentiel et le diagnostic de laboratoire, et la prophylaxie, savoir le contrôle sanitaire et le contrôle médical pour bien gérer la situation de ce genre de situation des maladies émergentes. Et enfin, une petite conclusion générale. Alors, dans le contexte bibliographique global et national, les coronavirus, ce sont des agents infectieux, ce sont des agents de gastroentérite, de rhume, et peuvent, bien sûr, ils provoquent des infections respiratoires plus graves, comme le cas la maladie provoquée par le SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Voilà, donc il y a parmi les maladies respiratoires émergentes, il y a des virus qui posent certaines maladies émergentes. Ce sont des virus qui sont sous surveillance, comme les virus appartenant à la famille de Paramyxoviridae et les virus qui sont appartenant à la famille d'Orthomyxoviridae, ce virus de l'influenza. Et il y a les virus appartenant à la famille des coronaviridae, objet de cette présentation. Les coronaviridae, c'est une vaste famille de virus causant des éventuelles maladies chez l'homme, depuis le rhume banal jusqu'au SARS, jusqu'à une maladie plus grave. Mais également, il y a des virus appartenant à la famille du coronaviridae provoquent des maladies chez l'animal. Et comme vous savez que l'animal est considéré comme un réservoir de la plupart des maladies émergentes. Et le fameux coronavirus qui provoque chez l'animal, c'est le prototype de coronavirus, c'est le virus de la bronchite infectieuse aviaire, nommé l'EBV. Les coronavirus humains, ils ont un triple tropisme, principalement respiratoire, digestif, et peut également provoquer des dommages au niveau du système nerveux central. Récemment, un nouveau coronavirus s'est propagé en 2019, il s'est propagé dans le monde entier. Il a causé une maladie qui s'appelle COVID-19. En anglais, c'est Coronavirus Infectious Disease 2019, causé par le SARS-CoV. C'est un agent pathogène infectieux pour l'homme, doué d'une grande capacité de mutation, ce qui lui permet d'avoir des nouvelles souches qui peuvent être virulentes ou non virulentes. Voilà, les symptômes engendrés par ce virus, donc les symptômes du COVID-19, les symptômes surviennent habituellement entre 4 à 5 jours en moyenne après qu'une personne a contracté le virus. Chez certaines personnes, les symptômes peuvent cependant ne pas apparaître avant 2 semaines et certaines personnes ne présentent jamais aucun symptôme, sont des asymptomatiques, on les appelle des porteurs sains. Alors, les symptômes majoritaires sont fièvre, toux, difficultés respiratoires, sensation de fatigue, frisson avec tremblement, courbature, mal de tête, mal de gorge et altération de l'odorat et du goût. Alors, de point de vue classification et taxonomie, selon l'ICTV, l'International Committee of Viral Taxonomy, le SARS-CoV appartient à l'ordre viral qui a été identifié en 1996, selon l'ICTV, et il comprend 3 familles, la famille d'Arpiviridae et la famille de Rhiniviridae qui a été identifiée en 2002 et la famille de Coronaviridae. La famille de Coronaviridae comprend 2 genres, le genre Torovirus et le genre Coronavirus. Le genre Coronavirus comprend, voilà, donc j'ai changé la présentation, c'est pas grave. Donc, je vais présenter ici un petit peu l'historique du corona. Et voilà, les premiers coronas ont été, bien sûr, sont des coronas des animaux qui ont été identifiés entre 1937 et 1946. Le coronavirus aviaire en 1937, virus de l'hépatite murine en 1946 et le virus de la gastroentérite porcine en 1949. Et les coronavirus humains ont été isolés entre 1965 et 1960. Et c'était bien sûr 4 souches qui ont été isolées à partir des sécrétions respiratoires des sujets enrhumés. Et ont été bien sûr classées tant que des souches appartenant au genre coronavirus en 1967 et appartenant à la famille du coronaviridae en 1975. Donc les coronavirus animaux sont plus anciens que les corona humains.
Actuellement, il y a 7 coronavirus humains qui ont un tropisme principalement respiratoire. Il y a Human Coronavirus classique qui a été isolé en 1967 avec deux souches, 229 229E et OC43. Et il y a du coronavirus humain nouveau entre 2004 et 2005 avec les souches NL63 et HKU1. Et il y a des virus, du coronavirus humain causant des maladies émergentes ou bien des virus émergents. C'est le SARS identifié en 2003, il y a le MERS en 2012 et le SARS-CoV-2 en 2019. Voilà, donc le genre coronavirus comprend 4 groupes, le groupe alpha, gamma, bêta et delta, et le coronavirus humain appartenant au groupe bêta. Donc voilà, donc les SARS, CoV, tous les virus humains appartenant au groupe bêta. Alors ce sont des arbres phylogénétiques construits à partir de 42 séquences. Donc c'est le séquençage du génome total du coronavirus. Donc c'est un travail qui a été fait par King et ses collaborateurs, mais l'article n'est pas encore publié, en cours de préparation. Voilà, donc au sein du coronavirus, il y a la transmission interespèce, tout à fait normal. Ils ont un très large spectre d'hôtes et bien évidemment un réservoir animal potentiel très étendu. Voilà, depuis le début du XXe siècle, il y a 3 coronavirus qui ont franchi la barrière des espèces pour provoquer la pneumonie mortelle chez l'homme. Il y a le SARS-CoV, il y a le MERS et il y a le nouveau coronavirus. Donc, l'alignement génétique, phylogénétique des séquences, ils ont montré une identité de 54% des génomes, donc l'alignement entre les 3 souches humaines. Le SARS, le MERS et le SARS-CoV-2. Donc, ils ont montré une identité de 54% des génomes entiers, avec 58% d'identité sur la région non-structured protein, les protéines non structurales, et 43% d'identité sur la région qui coûte pour les protéines structurales. Alors, ce qui explique que les protéines structurales pour le corona sont plus diversifiées et la plupart des protéines ou bien des récepteurs ne sont pas encore étudiés. Le SARS-CoV-2, donc c'est une émergence récente, donc c'est un nouveau virus, principalement respiratoire. Et bon, le réservoir, c'est l'animal, probablement. Donc c'est un virus il n'y a pas encore de connaissances. Voilà, donc c'est un nouveau virus. Du point de vue morphologie et structure, tous les coronavirus partagent une structure commune. Alors voilà, donc l'image suivante, donc l'image vue en microscope électronique, c'est un virus cultivé sur des cellules de lignée contenue, des cellules verrous. Comme vous voyez ici, il y a des spécules formant une couche d'une couronne, d'où le nom du genre coronavirus. Et généralement, tous les coronavirus, la plupart des coronavirus, ils ont 4 protéines structurales, la protéine M, la protéine de l'enveloppe, et la protéine du membrane, bien sûr, et la protéine de l'enveloppe. Et il y a la protéine du nucléocapside, c'est la carapace qui protège l'ARN. Et il y a la protéine du spécule, c'est celle qui est responsable du pouvoir pathogène et responsable du tropisme tissulaire. Voilà, ici, c'est la protéine S, donc qui est subdivisée en 2 sous-unités. La partie bulbaire, S1, c'est la sous-unité qui contient les régions hypervariables. Et la sous-unité S2 est responsable de l'attachement sur la cellule, voilà, et elle est responsable de la partie d'ancrage. Voilà, donc parmi les protéines structurales, la protéine S, la protéine la plus exposée, il a été identifié comme protéine de reconnaissance cellulaire et celle qui devrait être la cible puissante et spécifique pour développer des anticorps et vaccins contre le SARS-CoV-2. Des études ont montré que la protéine S a présenté une homologie de SARS-CoV-2 avec un pourcentage de similitude de 75,5% par rapport à celle de l'ancien SARS, laissant penser que les anticorps spécifiques de SARS-CoV de 2002-2003 ne protègent pas contre l'infection par le nouveau SARS-CoV-2. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une protection croisée entre les deux, entre le nouveau corona et l'ancien corona de 2003.
Du point de vue organisation génomique, le SARS-CoV-2 contient dans son génome une molécule d'ARN de polarité positive, simple brun, non segmenté, avec une taille à peu près de 30 kilobases. Et le SARS-CoV-2, comme tous les coronavirus, s'évolue en fonction du temps par changement de sa configuration génomique sous l'action d'une mutation ponctuelle et ou des recombinaisons génétiques. Le diagramme suivant vous présente voilà, l'organisation génomique du corona en général. Il comprend 2 régions non traduites, 5 primitiaires et 3 primitiaires. Et ce sont des untranslated regions. Et ainsi, le gène réplicase qui comprend à peu près le 2/3 du génome et sert à la polymérisation. Il y a le gène S qui code pour les glycoprotéines de spécule qui se trouvent à la surface. Et le gène E, le gène M et le gène de nucléocapside, c'est le gène le plus conservé chez tous les coronavirus avec un pourcentage à peu près de 99,99%. Et c'est pour cela, c'est le gène le plus utilisé dans le diagnostic du corona. Par contre, le gène S, il est utilisé surtout dans les études phylogénétiques et l'étude de l'hypervariabilité entre les souches. Alors, jusqu'à maintenant, il y a peu d'études sur les interactions entre les récepteurs de la cellule et le virus. Donc, quelques récepteurs qui sont identifiés. Pour la souche 229E, il y a les récepteurs aminopeptidase, métalloprotéase présentant sur la surface des cellules épithéliales, pulmonaires. Donc, c'est une étude qui a été faite en 1992, et pardon, 1992. Il y a pour la souche OCEP3, il y a les récepteurs contenant de l'acide sialique. Et la souche MERS, il y a le récepteur DPP4 codé par le gène DPP41 situé sur le chromosome 2. Et il y a l'ACO2 pour la souche SARS, angiotensine converting enzyme. C'est une molécule exprimée dans de nombreux tissus, les branches, poumons, cœur, rein et tractus gastro-intestinal. Voilà, donc, on a parlé un petit peu sur les récepteurs, on a parlé sur le corona en général. Alors, avant qu'il y ait l'apparition des symptômes, il y a une infection. Donc, le virus infecte la cellule et chaque virus il a un mode de réplication, il y a un cycle de réplication. Généralement, le schéma suivant vous montre exactement le cycle de réplication du coronavirus en général. Donc, ici, ce sont les étapes clés de la réplication. Donc, il y a l'absorption, la fixation du virus par les spécules sur la cellule. Et il y a une interaction, bien sûr, entre les récepteurs de la cellule et les pieds d'ancrage du virus. Après, il y a l'invagination dans la membrane cytoplasmique de la cellule et la pénétration du virus par le système d'endocytose. Une fois le virus, les vésicules d'endocytose sont au niveau du cytoplasme, il y a la libération, il y a décapsidation et libération de l'ARN viral au niveau du cytoplasme. Il va avoir, bien sûr, transcription, traduction pour synthétiser des enzymes de réplication et faire plusieurs copies de l'acide nucléique viral. Et des autres copies vont faire la traduction pour synthétiser des protéines structurales pour faire l'encapsidation et l'assemblage et l'excrétion des virus par bourgeonnement de la membrane, c'est par le système d'exocytose. Voilà, ça c'est le cycle viral du coronavirus. Donc ici c'est les copies, donc vous voyez, donc c'est les mêmes étapes. Il y a l'attachement, il y a la reconnaissance, après décapsidation et libération du l'ARN. Donc il va faire la transcription et la traduction. Donc il n'est pas détaillé. Par contre, il y a un autre, voilà, ici il est détaillé. Voilà, donc la première étape, c'est l'attachement, voilà le virus. Et après, il y a l'invagination de la membrane cellulaire et il va former des cellules d'endocytose. Donc, c'est le mécanisme d'endocytose. Après, il y a la sécrétion de l'acide sialique. Donc, ce sont des récepteurs, pardon. Donc, il y a le baissement de pH. Après, il va voir la fusion de la cellule d'endocytose avec la membrane nucléaire. Il va libérer le virus, il va libérer l'ARN à l'intérieur du noyau. Donc, une fois libéré, il va commencer la transcription et la réplication parce que le virus, une fois qu'il rentre dans la cellule, dans le noyau exactement, il intègre son génome à l'intérieur du génome du noyau, il prend la machinerie et la propriété de la cellule et produit des protéines viraux à la place des protéines cellulaires.
Après, il va y avoir des fabrications et maturation des protéines des virus et la sortie du copie de l'ARN. Ils vont voir l'assemblage des virus et l'excrétion des virus par bourgeonnement. Il va former des variants non infectieux qui vont devenir plus, bien sûr, infectieux. Ils vont développer l'infectiosité, bien sûr, dans une durée très limitée. Alors, donc, une fois que le virus il rentre dans la cellule, il va se multiplier, il va parasiter la cellule. Après, il va faire ce qu'on appelle la nécrose cellulaire au niveau de l'organe cible. Il va y avoir l'apparition des symptômes de la maladie. Donc, dès qu'il y a l'apparition des symptômes de la maladie, donc voilà, donc on doit diagnostiquer la maladie et pour confirmer les cas suspects. Donc, pour confirmer les cas suspects, donc, il y a généralement deux types de diagnostics. Il y a un diagnostic direct et le diagnostic indirect. Pardon. Le diagnostic indirect. Le diagnostic direct, ça veut dire la détection du virus direct, l'entité virale en général, ou bien une partie du génome viral. Le diagnostic indirect, c'est la recherche des anticorps. Voilà. Donc, le diagnostic, il y a le diagnostic clinique, c'est l'apparition des symptômes. Donc, c'est la suspicion de la maladie. Donc, il y a des cas suspects. Donc, voilà, c'est le médecin qui fait ce genre de diagnostic. Et le diagnostic de laboratoire, il comprend plusieurs. Donc, c'est une identification qui confirme les cas suspects. Il y a des volets sérologiques, des volets moléculaires et un volet virologique. Pour le diagnostic de laboratoire, il y a la détection des anticorps par des techniques sérologiques, comme les techniques ILISA qui se basent sur l'utilisation des anticorps, ou bien la séroneutralisation, l'hémagglutination, ou bien l'inhibition d'hémagglutination. Pour l'inhibition d'hémagglutination ou l'HA, c'est pour les coronas qui sont hémagglutinants, mais ce ne sont pas hémagglutinants, on peut les traiter et les rendre hémagglutinants. Donc, ce type de diagnostic permet de dater l'affection, est-ce que c'est une infection récente, pour les séroprévalences, et pour évaluer le statut immunitaire du patient, donc statut sérologique. Le diagnostic du virus, soit le diagnostic de détection du génome, ou bien la détection de l'antigène, ou bien l'isolement des virus. Pour la détection du génome, on utilise des techniques moléculaires qui sont très spécifiques, qui se basent sur l'utilisation des amorces très spécifiques aux gènes responsables de l'hypervariabilité, comme les techniques de PCR et l'RT-PCR. Il y a également une autre technique qui s'appelle PCR niché ou bien NICE-PCR, mais il est déconseillé dans ce genre, dans le diagnostic des maladies émergentes parce qu'il y a le degré de contamination, il utilise plusieurs couples d'amorces, il y a deux types de cycles. Malgré il est très spécifique par rapport aux autres techniques moléculaires. Il y a la détection de l'antigène par les techniques immunofluorescence, par le marquage. Et il y a l'isolement des virus. Généralement, l'isolement des virus ou la culture cellulaire, c'est une technique inadaptée pour les diagnostics. Par contre, on peut l'utiliser pour enrichir, pour faire des passages d'enrichissement et avoir un bon titre pour le séquençage du génome total ou des trucs de ce genre. Voilà, les premières souches qui ont été adaptées sur des lignées cellulaires, sur des lignées continues bien diploïdes, sur des cellules, comme 229, c'était la première fois sur cellules diploïdes, et 243 sur les lignées continues. Alors, au niveau de la culture cellulaire, donc c'est une technique qui exige des conditions. Il est très sensible, il est très critique. Malgré, on peut cultiver le virus, on ne peut pas avoir un effet cytopathogène malgré le virus il est là. C'est pour ça qu'il faut toujours évaluer l'effet cytopathogène cellulaire. Est-ce qu'il y a des inclusions cytoplasmiques? Est-ce qu'il y a la liste du tapis cellulaire? Une fois qu'il y a l'apparition de l'effet cytopathogène, donc on peut utiliser des autres techniques pour confirmer la charge virale ou bien les particules infectieuses présentes au niveau de la cellule, comme les techniques de neutralisation ou bien l'immunofluorescence. Alors, donc, pour prévenir, donc la prophylaxie ou bien le contrôle de ce genre de maladie se fait généralement par le contrôle sanitaire et le contrôle médical. Selon le contrôle sanitaire, donc ça veut dire les mesures d'hygiène, les précautions.
Et le contrôle médical sont les molécules antiviraux ou bien les vaccins. Donc, selon l'OMS, jusqu'à maintenant, il n'y a pas un vaccin ou un médicament spécifique à la COVID-19. Le seul moyen d'assurer la prévention, c'est la vaccination. Alors, quels sont les types de médicaments qui peuvent être efficaces? Voilà, donc il y a trois grandes approches. La première, les médicaments antiviraux qui affectent directement la capacité du corona à se développer dans l'organisme. Il y a les médicaments qui peuvent calmer le système immunitaire. Et il y a la sérothérapie, ou bien traitement sérologique. Et ça veut dire les anticorps provenant du sang du survivant ou fabriqués en laboratoire qui peuvent attaquer le virus. Donc, on va parler tout de suite sur la thérapie sérologique. Alors, c'est une technique qui est très récente. Il a montré des résultats très efficaces, à peu près de 99% d'efficacité en Italie, a été démontré en Italie, en Chine et au Brésil. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on traite les gens qui sont infectés par des sérums provenant des patients qui sont guéris par auto-immunisation. Et voilà, donc c'est un type de traitement qui est très efficace. Et une société canadienne actuellement ils sont en train de développer un brevet, d'élaborer un brevet, donc les sérums. Donc la technique, c'était, voilà, pardon, le brevet, c'est quoi? Le protocole, c'est ils ont développé des sérums sur les chevaux et utilisé ce genre de sérum pour traiter les patients. Donc, ils sont en cours de développement. Et il y a des autres traitements symptomatiques. Donc, selon l'OMS, elle a recommandé le traitement selon le degré de sévérité de la maladie. Il y a des autres protocoles de traitement médicaux qui se basent sur des molécules comme camostat mesylate, lopinavir, ritonavir et remdesivir. Ce type de molécules, il est recommandé pour les gens qui sont en phase 3. Et il y a l'hydroxychloroquine. Pour les vaccins, alors il y a trois types de vaccins. Il y a des vaccins synthétiques, ça veut dire synthétique, ça veut dire que ce sont des vaccins qui se basent sur l'ARN, l'ADN ou bien les protéines. Il y a des vaccins atténués vivants, ça veut dire des vaccins qui sont vivants mais sont atténués et à base d'un virus qui est atténué, qui ne peut pas infecter. Et il y a des vaccins inactivés, donc à base de virus qui sont inactifs. Alors, la production de ces vaccins en général nécessite des procédures de contrôle qui s'adaptent aux exigences des autorités réglementaires. Pour les vaccins inactivés, donc, ce sont des vaccins qui sont très immunogènes et ils peuvent déclencher, induire une réponse immunitaire immorale et ils peuvent atteindre un seuil de protection, mais il faut qu'il y ait des injections de rappel. Le seul inconvénient pour les vaccins inactivés, c'est les réactions d'hypersensibilité. Alors, pour les vaccins atténués, ce sont des vaccins qui agissent comme une infection naturelle, mais à un niveau subclinique. Le seul inconvénient, c'est le problème du retour à la virulence. Voilà, donc pour les... actuellement, il y a à peu près plus de 200 vaccins qui sont en cours de développement. Dans 200, il y a 24 vaccins en phase clinique 2. En phase clinique en général, il y a 2, 3, etc. Il y a, et parmi les 24, il y a 5 vaccins qui sont en phase 3. D'accord? Qui sont en phase 3, ça veut dire en phase 3, ça veut dire en phase de contrôle d'efficacité et d'innocuité. Il y a parmi ces 5 vaccins, il y a 2 vaccins qui sont inactivés et il y a un vaccin qui est prêt à avoir un approved FDA Safety Attestation, donc il est prêt. Et il y a des autres vaccins qui sont synthétiques. Donc il y a 5, donc il reste 2 vaccins synthétiques. Voilà, donc vu que jusqu'à maintenant il n'y a pas le vaccin, donc est-ce qu'on peut, c'est possible de prévenir contre le corona COVID-19? Donc alors il n'existe pas encore de vaccin pour prévenir le COVID-19. Toutefois, vous pouvez adopter certains gestes pour contribuer à ralentir la propagation du virus.
Ces gestes sont utiles pour protéger tout le monde, en particulier dans les régions où l'infection s'est propagée très rapidement. Cependant, ils sont encore plus importants pour les personnes plus âgées ou qui ont d'autres problèmes de santé. Les précautions, donc la plupart des gens ils le connaissent. Donc, quelles sont les précautions simples à prendre pour ne pas être contaminé? Les mêmes précautions que pour toutes les maladies infectieuses, notamment le lavage des mains et se tenir à distance des personnes malades. Et comment éviter les risques d'infection? Donc, respecter une distance de sécurité. Lavez-vous fréquemment les mains avec les gels hydroalcooliques ou bien l'eau et le savon. Porter des masques, éviter tout contact rapproché. Et en cas, bien sûr, d'apparition des symptômes, il faut consulter le médecin. Voilà, donc protégez-vous et protégez vos proches du coronavirus. Évitons de nous serrer les mains, évitons les accolades et les embrassades, évitons les contacts rapprochés. Alors, au terme de cette présentation, on peut conclure qu'il n'y a pas d'informations sur le partage respiratoire de ces virus ou la dérive d'excrétion de ces virus après une infection aiguë. Certains auteurs ont montré que les coffres sont détectables dans du tissu cérébral provenant du sujet de contrôle, témoignant ainsi de neuroinvasion de ces virus et de leur persistance. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, docteur Khadija Khatabi, donc, qui nous a parlé du mécanisme d'action du coronavirus, de réplication du coronavirus, aussi bien du diagnostic, donc que ce soit direct ou indirect, la prophylaxie et le contrôle de la maladie par les gestes sanitaires, l'hygiène aussi. Il nous a parlé du traitement recommandé par l'OMS. Il nous a parlé aussi bien des vaccins synthétiques, les vaccins, et sur la prévention contre le coronavirus. Donc, merci beaucoup, docteur Khadija Khatabi. Donc, maintenant, on va passer à docteur Habib Abou Taleb. Donc, on parle tellement du diabète comme étant un facteur de risque pour avoir des complications du coronavirus, avec Dr Habib Abou Taleb, qui est médecin en endocrinologie, métabolisme et nutrition. Il va nous rapprocher sur le diabète et la relation avec le coronavirus. Il va aussi nous donner un aperçu sur son expérience pendant ce temps de coronavirus. Donc, à vous la parole, Dr Habib Abou Taleb. Merci, Monsieur Bahlawan, de m'avoir invité à ce webinaire riche, très riche. D'ailleurs, on a bien appris beaucoup de choses avec Madame Khatabi. Merci pour l'invitation. Moi, j'ai été chargée de traiter le diabétique et le Covid-19, vu que je suis spécialiste en diabétologie, endocrinologie et maladies métaboliques. Donc, en guise d'introduction, le Covid-19 est une maladie infectieuse due à un coronavirus récemment découvert. La majorité des personnes Covid-19 ne ressentent que des symptômes bénins ou modérés et guérissent sans traitement particulier. Mais il y a des sujets fragiles qui peuvent développer des formes graves avec mortalité élevée. Ces sujets fragiles, on les appelle des sujets à risque parce qu'ils ont des facteurs de risque. Alors, quels sont ces sujets à risque? Ce sont les sujets dont l'âge est supérieur à 65 ans ou ayant un asthme ou des maladies respiratoires chroniques, les patients hypertendus, les patients diabétiques, les patients ayant une obésité morbide, les patients portant les insuffisances d'organes comme l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance cardiaque, les patients souffrant de cancer et où toute immunodépression peut être un facteur de risque de développer une forme grave de Covid-19. Alors, moi, je vais parler principalement du diabète, qui est un facteur de risque de développer une forme grave de coronavirus. Mais comme vous savez, le diabète, la forme la plus fréquente du diabète, c'est le diabète de type 2. Plus de 90% des patients diabétiques sont des diabétiques de type 2. Et la plupart des diabétiques de type 2 sont des patients âgés. Donc, le diabète est souvent associé à un autre facteur de risque qui est l'âge. La plupart des patients âgés sont d'ailleurs diabétiques. Donc, on a souvent l'association
de ce facteur de risque au diabète. Aussi, les patients diabétiques peuvent avoir d'autres comorbidités, notamment l'hypertension artérielle. Donc, surajouté au diabète, on a encore un autre facteur de risque qui peut se surajouter donc, au diabète. Et comme vous le savez, les diabétiques, d'ailleurs l'obésité, c'est-à-dire les patients obèses développent une insulinorésistance elle-même peut être à l'origine du diabète. Et on a souvent aussi ce facteur de risque qui peut se surajouter donc, chez les patients diabétiques. Et pour les patients diabétiques, on a souvent donc, le diabète, c'est-à-dire on peut avoir des complications dégénératives à l'origine d'insuffisance d'organes comme la néphropathie diabétique dans l'évolution et on peut avoir une insuffisance rénale chronique ou l'insuffisance cardiaque, etc. Donc, on peut avoir chez le patient diabétique une association de comorbidité, soit liée à une comorbidité déjà existante, soit liée à une complication liée donc, au diabète. Donc, pour récapituler, chez le diabétique, on a une réunion de plusieurs facteurs de risque et donc le risque de forme grave de COVID-19 se majore. La prévalence du diabète chez les personnes COVID-19 positives non hospitalisées est comparable à celle de la population générale. Donc, il n'y a aucune preuve que le risque de COVID-19 est plus élevé chez les personnes diabétiques. Alors, comme on a dit, la prévalence du diabète chez les personnes COVID-19 positives non hospitalisées est comparable à celle de la population générale. Et il n'y a aucune preuve que le risque de COVID-19 est plus élevé chez les personnes diabétiques. Mais le risque de développer une forme sévère est plus élevé chez les diabétiques, en particulier s'ils présentent d'autres comorbidités. Pourquoi? Donc, Madame Khattabi a déjà parlé de ça. Donc, chez les patients diabétiques, on a une augmentation de l'expression de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et de la DPP4 dans plusieurs systèmes, le système respiratoire, le système digestif. On peut avoir un déséquilibre glycémique à l'origine d'un état immunitaire affaibli. Et d'ailleurs, chez les diabétiques, à part le COVID-19, les diabétiques sont plus à risque de développer d'autres infections, plus que dans la population générale. Chez les diabétiques, donc, l'organisme peut être affaibli par une insuffisance d'organes, une cardiopathie, une artériopathie, une insuffisance rénale, etc. Donc, l'infection, que ce soit COVID-19 ou autre infection, donc, peut engendrer un déséquilibre glycémique avec une augmentation de l'insulinorésistance. Donc, il y a un risque de décompensation acidocétosique. On peut avoir alors une réponse immunitaire exagérée avec une évolution le plus souvent défavorable. Donc, sauf qu'il y a une particularité pour le COVID-19, il a été récemment publié que le COVID-19 il serait en rapport avec l'apparition d'une nouvelle forme de diabète, mais c'était à propos d'un seul cas, donc il serait peut-être en rapport avec l'apparition d'une nouvelle forme de diabète. Ceci dit, un sujet diabétique non compliqué, équilibré, et évolue d'une façon pareille par rapport à un sujet normal via le COVID-19. Donc, il n'y a pas, c'est-à-dire le risque de forme grave est pareil, la prévalence est pareille par rapport au sujet normal, et les formes graves sont apparaissent plutôt chez les patients compliqués et déséquilibrés, d'où la nécessité de maintenir un équilibre glycémique optimal chez le patient diabétique. Donc, pour récapituler, alors quels sont les risques pour le diabétique? On a un risque accru de surinfection ou de complications liées au diabète. Et d'ailleurs, on préconise la vaccination contre la grippe saisonnière et le pneumocoque qui permet de réduire la mortalité de 24%. Il y a un risque de décompensation acidocétosique ou de coma hyperosmolaire, d'où la nécessité d'adapter le traitement antidiabétique. Alors, quelles sont les mesures spécifiques pour les patients en l'absence d'infection? Bien sûr, il faut adopter les mesures générales, tout le monde les connaît, la distanciation sociale, le lavage des mains, les sorties doivent être limitées, favoriser le télétravail, le port de masque, etc.
Il faut toujours se procurer le traitement et le matériel nécessaire pour une longue durée en cas de confinement et avoir toujours des réserves, même en déconfinement. Il faut effectuer des automesures régulières de la glycémie et contacter un soignant immédiatement en cas de déséquilibre glycémique. Oui, ça fait. Sophie, tout va bien pour toi, madame? Ça fait très bien, tout va bien. تكونكت تبع comme ça. إذا كان شي حاجة ناخذ par message تاع راسي. Pardon. Il y a une autre. Je continue. Oui, donc effectuer des automesures régulières de la glycémie et contacter un soignant immédiatement en cas de déséquilibre glycémique. Il faut adapter le traitement comme habituellement en cas d'infection. Alors, pour les patients, il faut continuer à suivre les mesures hygiéno-diététiques, le régime, le sport à domicile ou à l'extérieur en respectant la distanciation. Il faut continuer à prendre le traitement antidiabétique habituel. Donc, s'il y a un confinement ou autre, donc il ne faut pas arrêter le traitement. Il faut continuer à prendre les autres médicaments, les hypolipémiants en cas de dyslipidémie, les antihypertenseurs si les patients sont hypertendus, etc. Il ne faut pas arrêter les autres médications. Donc, il faut assurer la continuité des soins chez les patients déséquilibrés ou compliqués. Pour les patients qui ont un pied, par exemple, diabétique, il faut qu'ils continuent à faire les soins. Ou bien une rétinopathie diabétique, il faut qu'ils continuent à faire le suivi ophtalmo pour éviter donc des décompensations. Et surtout, il faut que l'équipe soignante soit accessible par téléphone afin de pouvoir joindre en cas de nécessité. En cas de consultation urgente, le soignant respectera bien sûr les directives d'hygiène émises par les autorités. Alors, on a vu, donc c'est-à-dire en l'absence d'infection, donc les mesures qui doivent être prises. Donc maintenant, que faire en cas de symptômes évocateurs de COVID-19? D'abord, le patient doit être sensibilisé, que ce soit par son médecin ou par les médias. Ils doivent être sensibilisés par rapport aux signes de COVID-19. Donc, ils sont surtout respiratoires, donc tout syndrome grippal, mais chez les patients diabétiques, le tableau on peut avoir des signes hétérogènes, des symptômes gastro-intestinaux concernant le système nerveux ou vasculaire, on peut avoir des hémorragies. Donc, il faut toujours penser au COVID-19 quand on a un tableau hétérogène. Il faut savoir aussi que le déséquilibre glycémique peut précéder les signes d'infection, comme on a dit tout à l'heure. L'infection peut être à l'origine d'un état d'insulinorésistance, et on peut avoir augmenté le taux de glucose dans le sang, qui peut être l'un des premiers signes précédant l'infection par le COVID-19. Alors, en cas d'infection confirmée et qu'il n'y a pas de signe de gravité, on prend en charge le patient, que ce soit en ambulatoire ou en milieu hospitalier. Donc, il faut une surveillance attentive du glucose et des corps cétoniques de façon rapprochée et prolongée pour envisager les mesures de correction. Les contacts téléphoniques vont être rapprochés avec les soignants. Là, je vous ai exposé un protocole de prise en charge du patient tel qu'il est. Je ne l'ai pas modifié. Donc, tel qu'il est fait par l'équipe de FES. Bien sûr, vous savez que le protocole de prise en charge du Covid a été fait par le ministère, mais chez les diabétiques, il y a des particularités. Du coup, certains services, certains CHU, donc, ils ont adopté des protocoles adaptés aux patients diabétiques. Donc, on adopte le traitement par le sulfate d'hydroxychloroquine et la chloroquine chez le diabétique. Mais il faut savoir qu'il y a un risque d'hypoglycémie par stimulation de la sécrétion de l'insuline. Donc, on a une baisse de la clairance ainsi qu'une augmentation de l'insulinosensibilité. L'hydroxychloroquine lui-même peut être à l'origine d'une rétinopathie ou d'une maculopathie. Donc, il faut toujours faire un bilan pour voir s'il n'y a pas une rétinopathie diabétique préexistante. Et l'hydroxychloroquine peut majorer l'atteinte rétinienne. La metformine doit être arrêtée dans les situations pouvant entraîner une hypoperfusion tissulaire et une hypoxie. Les antidiabétiques qui présentent un risque de déplétion ou dont le risque d'hypoglycémique est majoré sont à éviter.
Donc, bien sûr, il y a des mesures générales à adopter. Donc, il faut vérifier le statut dégénératif chez le patient diabétique, s'il a déjà une rétinopathie préexistante ou une cardiopathie. L'alimentation doit être équilibrée. Il faut assurer une bonne hydratation par voie orale. Il faut maintenir un bon équilibre glycémique avec individualisation des objectifs glycémiques. L'autocontrôle glycémique est primordial avec une surveillance très rapprochée chez le diabétique de type 1 et recherche d'acétonurée dès que la glycémie est supérieure à 2,50 g. Alors, que faire chez les patients sous antidiabétiques oraux qui prennent de la metformine seule? Alors, quand l'hémoglobine glyquée est inférieure à 7 ou à 8, ou chez les diabétiques ayant une espérance de vie inférieure à 5 ans, et avec une comorbidité sévère, la durée d'évolution du diabète est supérieure à 10 ans, la metformine peut être arrêtée au vu du risque de survenue d'hypoglycémie en cas de mise sous hydroxychloroquine. Les objectifs glycémiques vont être en fonction du terrain. Donc, pour les sujets jeunes sans comorbidité associée, l'objectif glycémique doit être entre 0,90 et 1,20. Pour les sujets âgés avec des comorbidités, l'objectif glycémique doit être, donc on est moins strict, donc il va être entre 1 et 1,80 g par litre. Si l'hémoglobine glyquée est supérieure à 7 ou à 8, pour les diabétiques avec une espérance de vie inférieure à 5 ans et de comorbidité sévère ou la durée d'évolution du diabète est supérieure à 10 ans, les inhibiteurs de la DPP4 pourraient être une alternative chez ces patients. En cas d'élevation des glycémies au-delà des objectifs sous-cités, un ajustement thérapeutique serait nécessaire. Bien sûr, on surveille les glycémies préprandiales. Les objectifs sont toujours en fonction du terrain. Pour les sujets jeunes sans comorbidité, les objectifs glycémiques sont entre 0,90 et 1,20. Et pour les sujets âgés avec des comorbidités, donc l'objectif glycémique doit être entre 1 et 1,80 g par litre. Les patients sous association d'antidiabétiques oraux, donc s'ils sont sous bithérapie ou trithérapie ou quadrithérapie, l'adaptation du traitement se fera au cas par cas. Pour les objectifs glycémiques sont en fonction du terrain, et on peut avoir recours à l'insuline en cas si les objectifs glycémiques ne sont pas atteints. Pour les patients sous insuline, s'ils s'alimentent bien, s'ils sont sous schéma basal-boulis, s'ils sont équilibrés, on peut garder le même schéma. Mais quand on a un déséquilibre glycémique, donc on va faire une insulinothérapie à la demande. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette insulinothérapie parce que ça va être au cas par cas. C'est à ajuster en fonction du degré de déséquilibre glycémique. Donc, ceci pour dire que l'insuline n'est pas toujours de mise. Donc, les patients peuvent garder les antidiabétiques oraux. Le principal objectif, le but, c'est l'atteinte des objectifs glycémiques. C'est-à-dire, quand le patient est équilibré, donc il y a le risque de développer des formes graves diminue. Et bien sûr, il faut faire attention par rapport à l'utilisation de l'hydroxychloroquine parce que quand il est associé aux antidiabétiques oraux, on a le risque d'hypoglycémie augmente. Donc, il faut adapter le traitement en cas de mise sous hydroxychloroquine. Donc, on m'a demandé de parler de mon expérience personnelle. Donc, je vais parler de mon expérience au sein de ma pratique quotidienne. Comme vous savez, donc on a des croyances sociales et religieuses dans notre pays. Et comme vous savez, les Marocains sont des gens généreux, accueillants et de grand cœur. L'accueil chaleureux, la visite des amis et de la famille est l'une des façons pour exprimer l'amour, l'affection et la solidité des liens. La parenté familiale est commandée par l'islam et donc, dans notre contexte, le comportement vis-à-vis de la pandémie a été très difficile à modifier. Mais si on revient à notre religion, je vais parler brièvement, ce n'est pas ma spécialité. Bon, il est basé sur la science. Quand le risque de maladie ou de dégâts est présent, on peut annuler ou atténuer certains ordres ou certaines obligations, comme est le cas pour le jeûne ou le pèlerinage et d'autres pratiques. La deuxième chose est qu'on est en face d'une pandémie mondiale. Donc, le monde entier est concerné, mais malgré les recommandations maintenant connues par tout le monde, certains continuent à avoir un comportement irresponsable et ne se conforment pas aux directives émises par les autorités.
Par exemple, dans ma pratique, dans mon cabinet, malgré les instructions affichées, les patients, dès qu'ils sont dans le cabinet ou veulent parler avec le médecin, ils enlèvent le masque, comme si regard et visage sont des moyens de communication non verbale et on peut exprimer donc à travers ce regard des émotions que les mots seuls n'arrivent pas à transmettre. Autre chose, et comme vous le savez tous, le confinement a été décidé d'une façon brutale et en toute urgence, comme le cas dans plusieurs autres pays. Et donc, nos patients n'ont pas eu le temps de s'adapter à la situation. L'activité physique a diminué d'une façon très importante. Les patients confinés dans leur maison prennent beaucoup de plaisir à préparer des repas délicieux et à en consommer. Et on comprend bien que ça a été l'un des facteurs de déséquilibre glycémique. Pardon. En plus du stress qui se surajoute en rapport avec la crainte de la maladie et parfois aux conflits familiaux dus à la forte confrontation avec les membres de la famille ou bien à la formation à distance des enfants et bien d'autres conflits. Tous ces facteurs réunis, sédentarité, écart de régime, stress, ont contribué à ce déséquilibre glycémique. Sans oublier que pendant le confinement, nos patients ont vécu une période religieuse très importante, qui est le mois sacré du Ramadan. Et malgré que les messages de sensibilisation qui ont été faits dans les médias par certains collègues, d'éviter le jeûne et de demander conseil aux soignants avant de prendre la décision du jeûne, plusieurs patients ont pris le risque de jeûner sans adaptation ni modification de leur traitement et ça a été à l'origine de la survenue de complications chez un bon nombre de patients. On rajoute aussi que le confinement a duré de mars à juillet, durée suffisante pour voir survenir des complications et pourtant les patients n'ont pas consulté leur médecin, même par téléphone, malgré que la plupart des médecins étaient disponibles et à l'écoute. Bon, il faut dire qu'il y a eu une partie des patients chez qui le confinement a été très bénéfique et ça leur a permis une certaine organisation des soins. Je rappelle que c'était une minorité. Alors, ça, c'était pendant la période du confinement. Alors, en période de déconfinement, le nombre de consultants, c'est vrai, il a augmenté, mais on se comporte comme si la pandémie a disparu. Il faut savoir qu'elle est toujours là. Ils doivent continuer à suivre les mesures générales pour éviter ou diminuer le risque d'attraper le Covid-19. Alors, pour conclure, sur la base des données épidémiologiques actuellement disponibles, le diabète ne semble pas être un facteur de risque d'avoir un Covid-19. Le risque d'évolution sévère en cas de Covid-19 est plus élevé chez les patients diabétiques, probablement dû à une polymorbidité préexistante. En cas d'infection, une insulinorésistance s'installe et le traitement doit être adapté. Une insulothérapie doit être envisagée en cas d'hyperglycémie persistante chez tout patient hospitalisé pour une infection à Covid-19. La prise en charge doit être faite en collaboration avec une équipe soignante facilement accessible pour éviter une évolution défavorable. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Habiba Abou-Taleb. C'était tellement riche qu'on n'a pas fait attention au temps. Donc, qui nous a parlé du diabète et la relation du diabète avec le Covid-19, les facteurs de risque, aussi bien comment maintenir l'équilibre glycémique chez les diabétiques, qui est chose qui est très importante pour les diabétiques, des mesures spécifiques par rapport aux diabétiques, les symptômes aussi bien, et le protocole de prise en charge du diabétique, donc l'adaptation du traitement, et enfin, il nous a parlé de son expérience personnelle avec ses patients dans son cabinet, avec les problèmes de confinement, de problèmes de sédentarité, de régime, de stress. Donc, merci beaucoup, Dr Habiba Abou-Taleb. Alors, on passe maintenant à notre cher professeur, Dr Mohamed Mohawi. Donc, la pandémie du Covid-19 a amené à mettre en place des mesures telles que le confinement, avec diverses mesures restrictives sur l'activité économique. Alors, un plan de haut
protocoles de prise en charge ainsi que des procédures préventives et d'hospitalisation qui sont pris en considération et un renforcement massif des analyses au niveau de laboratoire. Les professionnels ont été potentiellement impactés de manière forte par ces mesures. Alors, notre cher professeur Aoui va nous parler sur l'impact du Covid-19 sur les activités des professionnels de la santé. À vous la parole, cher professeur. Très bien. Salam alaikum. Soukhair alaikum kamlin. Alors, tout d'abord, je suis vraiment très ravi et honoré par l'invitation de M. Behlaouen au nom de l'Association marocaine pour les sciences et techniques de l'environnement de la santé. J'ai fait la connaissance de M. Behlaouen il n'y a pas longtemps au cours d'une soutenance du doctorat de pédagogie médicale. Et pour moi, c'était vraiment la belle coïncidence. J'ai rencontré un homme vraiment citoyen, vraiment un homme citoyen qui veut beaucoup de bien pour son pays. Et d'ailleurs, quand il m'a invité à rejoindre cet honorable webinaire, j'ai pas hésité une seconde. Ça fait Galia, qu'est-ce que tu veux que tu me présentes? Tu me proposes Libretti, moi, pour toi et pour le principe, je vais le faire, Inch'Allah. Et encore une fois, je suis vraiment très honoré. Et très honoré aussi de parler de ce sujet aussi finalement qui me tient à cœur. Alors, l'intitulé de la conférence, ça va être l'impact sur l'activité des professionnels de la santé par rapport au Covid. Je ne vais pas vous cacher, je voulais au départ faire des slides. À un certain moment, je vais faire le sujet en général. Souvent, il faut laisser le cœur parler plus que ça. Je travaille au niveau des urgences. Alors, au niveau des urgences du CHU, il faut juste savoir que on reçoit les patients d'emblée graves, c'est-à-dire le CHU d'abord. Maintenant, on a des dépistages ou les asymptomatiques. Donc, on ne prend que les graves. Alors, durant mon intervention, j'aimerais quand même vous rappeler quelques particularités sur la maladie Covid. Je vais vous dire quand même comment sont organisés les soins au niveau du CHU de Casablanca, avec la répartition des tâches, très important. Je vais même vous parler sur le protocole de formation et les modalités. Ça va être la première partie de la conférence d'Yali. C'est-à-dire l'impact de tout ce qui s'est passé sur les professionnels de la santé. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a beaucoup de choses que nous avons apprises de cette pandémie, mais il y a aussi des choses à améliorer. Alors déjà, les deux conférencières qui m'ont précédé, ils m'ont vraiment très facilité la tâche par rapport à cette maladie Covid. J'aimerais juste vous rappeler deux aspects particuliers de cette maladie. Alors, le premier aspect, c'est que c'est une maladie nouvelle. ما شفنا هذا الفيروس هذا كيتسمى SARS-CoV-2 et qui des virus جديد عندنا deux problématiques du point de vue soins médicaux. La première problématique, c'est on ne peut pas avoir un vaccin rapidement. La deuxième problématique, la thérapeutique اللي غنديروا لهذا الفيروس حنا كما تنقولوا كلها تيلغي بالغا فاش تنبغيو نختاروا شي ميديكامون شي مالادي خصنا ندوزو plusieurs phases. Mais nous on n'avait pas trop le temps. هل تيقول لك خصك دير كلوروكين، هل تيقول لك لا ما خصك ديرها، تيخرجوا لك دي زارتيكل على برا وكل شيء ولا عليم وكل شيء ولا اكسبيريمونتي. Et ça c'est pas évident. Donc عندنا هاد la problématique هادي. La deuxième problématique اللي عندنا مع هاد لي فيروس هذا c'est son degré de mutation. Est-ce qu'il va muter ou pas? Parce que بزاف تيقولوا la mutation هذا donc حنا on sait pas le comportement ديالو فين غادي. Par rapport à l'organisation des soins. Alors, au niveau du CHU de Casablanca, nous recevons deux types de patients. Quels les patients éligibles à travers les autres hôpitaux, c'est-à-dire ont des symptômes, ou le PCR, ou le positif, ou surtout là grave. Ou quels des patients qui jouent pour des symptômes. Alors, j'aimerais juste vous expliquer que les malades qui jouent
Alors, في الأول كانوا دي مالاد يجوا plus ou moins grave ماشي كاع grave بزاف mais plus ou moins grave. المشكل اللي طرا مؤخرا ولينا دابا تنشوفوا دي مالاد تري 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 غراف من الاول. انا تنقول لكم اللي خدام هنا صافي لونطون جو ني جامي فو سا. وباش نعطيكم ان شيفر زعما غير ريبريزونتاتيف، تصوروا معايا من البدايه ديال جويي حتى البارح، من البدايه ديال جويي حتى البارح شدينا 81 كا غراف. 81 زعما دير الا جينا نحسبوا واحد المعدل ديال 3 في النهار. راه دابا تندويكم على لي كا غراف، وبين هاد لي كا غراف كلهم اما الله يتوفاهم الله تيموتوا ولا تيمشيو لا رينيماسيون باراسيت. الوغ نو كومون اون في دابا بور لي ترانسفير اون فاش يجي عندنا دابا المريض، اول حاجه بعدا تندوي لي ميزور ديزولمون ديالنا، تنبروتيجاو، تنديرو لي لو سكانير، et en fonction du scanner soit on attend la PCR soit parfois تنعسو directement sans scanner. الا لقينا لو سكانير il est vraiment زعما ايفوكاتور، حيت بارفوا تيطرى لنا الا بقينا تنسنى في لا بي سي ار تيبقى تسنى ومريض تيتجمع حدا مريض، وبارفوا شي واحد فيهم تيموت. ومالوغوزمون نو زافون ان بتي سيرفيس حيت كاع هاد الناس هادو تيكونوا ايزولي في واحد بلاصه وحده. دونك سي تري ديفيسيل بور كيكان انه تيتسنى لا بي سي ار وتيشوف قدامه واحد ميز، سي فريمون حتى واحد ما يبغي يكون بلاصتو. اون فوا عندنا لا كونفيرماسيون كنعيطوا لمسيو لو ديريكتور ديالنا لو بروفيسور بن غانم que je salue vraiment. Il fait un film vraiment rien à dire, تبارك الله عليه, parce que il fait le rôle de la coordination centrale. يعني تنصيفطوا ليها لي كا ديالنا et c'est à lui de dispatcher les malades en fonction des services. بالنسبه لي سيرفيس حاليا عندنا 3 سيرفيس de réanimation. Et le service du pavillon 11 اللي كان قبل تيتسمى les urgences neurochirurgicales رجعنا réanimation. Qui est le service de la réanimation médicale pavillon 27, qui est le service de la réanimation de Oustad Baro, que je salue mais vraiment beaucoup. C'est notre patron, c'est notre leadership dans cette lutte, pavillon 17. Ou Relioma, parce que les cactéros, Relioma, تحلت واحد لا ريانيماسيون جديده. الناس اللي تعرفوا لو سي اتش دو كازابلانكا ما فيش تعقلوا على لا ريانيماسيون ماترنيتي القديمه اللي حدا ديك البيفات ديال النقابه اللي حدا الماترنيتي. Donc, la TMA a une réanimation avec 12 lits. Donc, nous sommes aujourd'hui actuellement avec 4 réanimations. Comme la réanimation de la maternité, nous avons affiché plein. Parce que nous avons une capacité litière de 36 malades de réanimation. Rien ne s'est اسمعونا. Parce que un malade de réanimation, juste الحوايج. Il m'a intubé, ما كاينش حاجه قليله. Il m'a intubé. إما راه عنده لو ماسك دو لا فونتيلاسيون نون انفازيف، ça veut dire c'est un masque ولكن حنا تنكونوا ملصقينه في لو ريسبيراتور. On est c'est pour حنا au niveau des urgences. Donc فاش تيجينا المريض on l'évalue, on le contrôle, je peux l'intuber وهذيك الساعات on essaie de dispatcher les maths en fonction ديال ماشي غير على حساب l'ordre, mais on essaie de répartir on va dire la charge de travail. نعطيكم مثال. Il a عرفت مثلا le pavillon 27 fait beaucoup de malades intubés. ما غاديش نصيفط لهم واحد انا هو اللي خصو يتانتوبا، غنصيفطوا له السيرفيس اللي عندهم موان دو شارج باسكو الخدمه في كوفيد سي فريمون تري 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 ديفيسيل. دونك اون اسي ديكيليبري لي ترانسفير، اون اسي ديكيليبري هاد لي ترانسفير. وقبل ما نبداو هاد لا لوت هذه كامله اش درنا واحد الحاجه مهمه بالنسبه لتو لي بروفيسيونيل دو لا سونتي. C'est une formation mais vraiment appuyée. ماشي الضحك mais vraiment قضينا الناس مزيان. وهاد القرايه هادي درنا في لو موا دو مارس. اش درنا؟ Bien sûr, il y avait de la théorie, c'est beaucoup plus des conférences interactives, des cas cliniques. Et on a filmé aussi des capsules sur YouTube que vous pouvez retrouver facilement. Sur YouTube, chaîne Mohawi Mohamed, vous avez des capsules, je pense, très très intéressantes qui ont été faites par les professeurs du département d'anesthésie et réanimation. Ensuite, vous savez très bien mon amour pour la simulation médicale. On a fait des scénarios de simulation médicale. Ça veut dire que quand le Covid, je vais même un mannequin qui est capable de respirer, de tousser.
ودنا لهم فوس la réanimation et on a essayé de reproduire les scénarios فوس la réanimation علاش pour entraîner les gens à la prise en charge des cas de Covid. Un autre aspect اللي خدمنا عليه بزاف la formation c'est quoi? C'est que les gens علمناهم انهم كيفاش يديروا le déshabillage, كيفاش l'habillage, كيفاش l'hygiène des mains. Ce sont des choses واقيلا تيبان لكم simple mais والله العظيم تقول شي واحد مثلا غير وضيني كيفاش يجين تقول لي مثلا لو نون ديتاب اللي داخل في الهيجين دي مان اللي تقول لك 3 تقول لك 4 دونك سيتي با ترو ستاندارديزي. Et de notre côté aussi soignant, هاد les formations اللي دينا الناس ça nous a permis حنايا d'élaborer des protocoles. وهذوك les protocoles عملناهم sous forme de fiches PDF, on les a imprimés وعطيناهم للناس باش يقدروا يستعملوهم في la prise en charge ديال les malades ديالنا. Alors, ça, c'est d'une façon générale la première partie de ma conférence concernant quelques rappels, quelques principes. Alors maintenant, j'aimerais juste vous tirer votre attention sur un truc qui est très important, c'est que هاد la pandémie هادي اللي نقدر نقول لكم غفلات العالم. كلش كان حتى شي واحد ما كان تيقول راه هادي غتوصل لهاد الحالة هادي. المشكلة c'est que هاد la pandémie Covid-19 provoquat واحد la crise sanitaire majeure. ما تنظنش انه العالم شاف قبل منا علاش. Il a fait la crise sanitaire et en plus بزاف ديال la population générale داروا en quarantaine وبزاف même le professionnel de la santé تا هما داروا en quarantaine. فجاتنا هاد la pandémie فجاونا les malades بزاف. Il a fallu réorganiser les soins, donc ça c'est très important. وسا دوني واحد لو كليما دانسيرتيتود يعني عرفتي شنو تتقول ما عارفين فين غاديين ويكذب عليكم كدا دابا اللي يقول لك راه عارف امتى غتسالي هاد لا بانديمي كتقول لك سبتمبر كتقول ديسمبر راه حتى واحد ما عارف زعما جو ديفي كيكان يقدر يقول لك امتى غادي يسالي هادشي. D'une façon générale, quand tu travailles dans un climat d'incertitude, ça donne un impact qui est très important. Bien sûr, même l'organique, ça donne un impact sur la santé mentale. راه autant تبغي تخدم وعارف الهدف ديالك كتوصل ليه tu es tranquille, autant دابا خدام وما عارفش غير خدامين وما عارف. Et de là, j'aimerais quand même vous parler de cet impact-là que je peux séparer en deux grands types d'impact. Il y a deux grands types d'impact. Quel impact من الناحية ديال la forme ou quel impact من الناحية ديال le fond. Donc, on va noter chez vous, il y a l'impact au niveau de la forme. Je parle toujours de l'impact sur les professionnels de la santé. Il y a l'impact qui concerne la forme, il y a l'impact qui concerne le fond. Alors, on va d'abord de la forme. La forme, غادي نبداو بالحوايج الزوينين وعنده الحوايج اللي شويه يتسموا يتقادوا. D'abord, je suis l'impact à la fin. بالنسبة للحوايج الزوينين, je vous jure que les professionnels de la santé sont devenus plus matures, plus responsables, mais vraiment ولاو قاصحين شادين في راسهم. بزاف منهم داروا ولا عندهم واحد لو رول دو ليدرشيب اللي كانوا مخبيو ما قدرش يخرجوا وبزاف منهم ils ont appris à mieux communiquer. زعما خذ un infirmier قبل le Covid et après le Covid, ce sont deux personnes différentes. يعني تتحس به واقف mais vraiment واقف. Par contre, les choses qui m'ont un peu dérangé. Alors, كما كنت نقول ما بين هاد لا فاك الاولى ولا فاك الثانيه نقدر نقول لكم كاينين 3 types de personnel, de professionnels. 3 grands types. Alors, كاين واحد لو type de professionnel de la santé اللي من الاول ما شاركش في لا باتاي. Et là, راه خلطت كل شيء médecin infirmier. كاين للاسف اللي من لا première vague ها اللي دا سيرتيفيكا د مالادي ها اللي مشى سافر بالعاني ها اللي ما شاركش يعني خلاوك منك زعما يا دي جون اللي تخلاو على السفينه. Et ça c'était vraiment très gênant. بزاف الناس تيقولوا راه خصنا نفهموهم. سي فري خصنا نفهموهم ولكن واش فهمتوا هذوك الناس اللي بقاو بوحدهم؟ سي با évident. J'ai des médecins qui ont pris congé exprès avec la période, des infirmiers qui sont partis et c'est vraiment très très gênant. Le deuxième type de personnel, professionnel, que ce soit infirmier, médecin, prof, coach,
كاين منها بروفيسيونيل اللي دخل في هذاك الشيء ديال لا فيكتيميزاسيون، وحنا نو سوم لي ايرو، وحنا هما الواعرين وخصنا الشهادات وهذا، وبداو في لي ويبينار وعطي لو شو انكرويابل. انا سانسيرمون شوف هذه خدمتنا، الا ما عتقناش حنا المهم شكون اللي يعتقوا؟ بيان سور سي لا ريكونيسونس، غير هو واقيلا زدنا فيه شي شويش. كان خصنا نشدوا العبار. علاش؟ حيت هادشي كله فاش جات لا دوزيام فاك مشى تماما، كلشي رجع للور. وانا ما عرفتش منين المشكل، حيت تنحس بهاد لا دوزيام فاك الناس ما بقاش عندهم هذيك لا سوليداريتي، ما بقاش عندك لا سيتويانتي. الا تتعقلوا معايا في لا بروميير فاك المساعدات، التبرعات، لي زوتيل، الناس فابور، عرفتي تصوروا واحد الوقيته وليت تيجوني لي بازيت ولي جيل هيدروالكول، وليت تنقول لا صافي بركه عيينا، باسكو جاونا شي حاجه بسيطه تيجيك الفطور تيجيك الغدا. دابا بحال ما طاري والو. وانا اللي في عين المكان تنأكد لكم انه يعني هاد لافاك هادي دابا ان تيرم دو غرافيتي نقدر نقول لكم سي 10 فوا بلو غراف كو لا بروميير. وما عرفتش علاش فين مشات هذيك الشعله. كانت عندنا واحد الشعله زوينه فريمون مشينا فيها مزيان، وللاسف تطفات، وخصنا نديرو الجهد ديالنا باش عاود طلع هاد الشعله هادي. دونك سي تري امبورطون دو غاردي لو كاب et de constituer نكونوا حنا لا لوكوموتيف باش على بروفيسيونيل لا سونتي يتبعك، ونكونوا كلنا واحد ليكيب هذا pour vaincre le virus, parce que malheureusement le virus il est toujours là. Alors ça c'était l'impact au niveau de la forme. بالنسبة à l'impact au niveau du fond, alors ça c'est important de discuter tout ce qui concerne la santé mentale de nos professionnels de la santé. Alors je ne suis pas psychiatre et je ne suis pas vraiment très bien placé pour parler de ça. Mais je vais vous dire des expériences et des vécus de tous les jours. Alors, أول حاجة راكم تعرفوها par rapport à cette pandémie, c'est que la diffusion elle a été rapide. بدات في الشينوا وبقات في دغيا دات. حنا المغاربة شوية كنا تنقولوا راه ما توصلناش، شي وحدين كان تيقول لك لا راه تطلع الحرارة ما غاديش يمشي، قال لك شي وحدين لا راه مع الصيف حنا المغرب عندنا الصيف ما وصلناش، شي وحدين كاع قال لكم مع رمضان راه ما غاديكونش. لا سيدي، لا ديفيزيون لا ايتي رابيد ولي كونيسونس ils sont incertaines. نعاود ناكد لكم راه حتى واحد ما عنده العصا السحريه اللي يقول لك دير هذا ولا دير هذا، تبقى دائما دي سوبوزيسيون. كاين لا سيفيريتي دو سيت مالادي باسكو لي فريمون تري تري سيفير. ومما زاد الطين بله هي فاش بداو البيرسونيل ديالنا تيتقاس. راكم في راسكم ك بالنسبه لمراكش مثلا المركز الاستشفائي الجامعي راه تعين ولا ديزيني كوم بؤره صحيه. Le CHU de Marrakech est considéré maintenant comme un cluster officiel. عندك CHU de Marrakech, عندك CHU de Fès. Malheureusement pour notre professionnel de la santé, beaucoup de monde a été touché, que ce soit les professionnels, ou les médecins, ou les étudiants, ou les internes. Et c'est vraiment gênant. C'est gênant pour deux raisons. D'abord pour l'offre de soins. Il a مدو هاد الناس هادو شكون اللي غادي يداوي المريض. Et la deuxième gêne, un infirmier فاش يشوف صاحبو تقاس تا هو بحال تيفراني، ما تيبقاش عاطي داك الجد تيقول وهذاك راه تقاس راه انا نقدر نتقاس عا بشويه عليا خويا. Et ça commence à reculer en arrière. C'est ce que nous appelons le climat anxiogène. Nous vivons tous actuellement dans un climat anxiogène qui te limite à se donner à fond, illa ma rahima rabbak, bien évidemment. Il y a autre chose qui, on va dire, aggrave la situation. Dans certains centres, il y a un déficit en équipement de protection individuelle. Les combinaisons, les gants, les visières, les charlottes. Et ça, c'est très important de, comment dirais-je, de mettre à disposition des matériels de pays en quantité et en nombre suffisant. Il y a aussi la réaffectation des postes. ما عرفتش واش تعرفوا هاد القضيه هادي، مي هاد لي نوفو سيرفيس كيديروا ديال لاغيا اش تيديروا، حيت اون بو با ريكروتي اورجون لي بيرسونيل.
تيشدوا من زي سيرفيس اخرين وتيحطهم في ان نوفو سيرفيس. الوغ كاين لا كونترانت في هذه القضيه هذه سي كو اول حاجه بعد تدخل من السيرفيس ديالك تمشي سيرفيس اخر tu perds les repères spatiaux ديالك tu perds les habitudes tu perds des amis اللي خدام انت معاهم donc les réflexes ديالك تيمشيو. Deuxième chose qui a été très très important, on a pris parfois des infirmiers qui n'ont pas trop l'habitude de la réanimation et des soins intensifs وحطيناهم في des services Covid. Alors quel est le danger derrière ça? Le danger d'abord c'est pour eux parce qu'ils peuvent faire des erreurs qui sont des erreurs de prise en charge et aussi ils peuvent se contaminer s'ils ne se protègent pas bien. Alors parfois il y a le manque de communication que le professionnel قالت ما بين ما عليه تجي وقع راه غدا راك في السيرفيس فلان فلاني au lieu de venir chez lui avant de le préparer et de prendre son avis. Il y a aussi le bouleversement de la vie quotidienne. Alors ce qui est important à souligner là-dessus c'est que la plupart فينا اللي خدام في هادشي ديال كوفيد la plupart تكونفينا دونك الواحد تيكون بعيد على عائلته على وليداته على نمط الحياه ديالو. راه شوف زعما انا هليك كتب على شي واحد فريمون هليك كتب على شي واحد حنا مازال تنعانيو وزعما الله يتقبلها ماشي نقولوا حيت ما بقاش شي حاجه اخرى نقدر نوصف بها حجم المعاناه. نتوما اللي في الدومين راه غتفهمونا وللاسف هاد لو سونتيمون هذا ما توصلش بزاف لعامه الناس. بالنسبه لعامه الناس تيقولوا وهادو راه زايدين فيه راه ما كاين لا كورونا لا والو راه غير اشاعه وزيد سا سي فريمون تري جينون. كاينين عاوتاني عوامل اخرى اللي تيساهموا في هذا لامباكت سو لا سونتي مونتال. الوغ يا لابسون دو سوتيان ريسامون الا فهم الناس يتقلقوا راه سي فري مثلا انك تتحيد تيقول لك مثلا ما جاومش لي زانديميتي بزاف. شوف بارفوا بنادم راه ما خصوش كاع ماشي كاع قضيه فلوس ولكن قضيه اعتبار ان سوتيان مورال. هاد الكلمه زوينه غير الكلام الطيب بعد المرات هذاك البيرسونيل تيولي خدام معاك بدمو واعر. كاين اوسي لا كرانت عرفتي بزاف تيقول لك استاذ تنخاف نمشي لداري نكونتاميني با امي مرض امي ديابيتيك تعيشوش مزيان. يا اوسي القضيه ما عرفتش واش عمرها طرات لكم لا ستيغماتيزاسيون سوسيال. Vous savez في لا بروميير فاك بعد المرات زعما عبد ربي الضعيف تمشي بارفوا للسكانير نطلب شي راديو تصوروا معايا تيشوفوني لي ميدسان لي بروف تيبعدوا مني يعني تيقولوا هذاك راه مع خدام مع كوفيد عندك كيقيسنا وعندك كيعادينا. وهاد لا ستيغماتيزاسيون سوسيال راه ما نبغيها حتى شي واحد فيكم باسكو سي فريمون تقول واش ولات فيا مالي انا واش فيا الجربه علاش الناس يبعدوا منك. وبزاف الناس الحمد لله ما طارش ليا انا مي بزاف الناس مثلا في ديورهم سمعوهم مثلا الجيران انهم خدامين في السبيطار في موليزكو قالوا لهم الله يخليكم اسيدي بعد من تحول ما تجيبش لنا الكوفيد هنا للدار. عاد بيان ايفيدامون لو نيفو دو ستريس او ترافاي كي تري تري امبورطون. نعاود لكم هاد الحكايه طرات ليا شخصيا. كنت خدام في كوفيد يلا كنت لاباس دخلت خدمنا في الموضه كلشي خرجت يلا خرجت تتبان لي واحد المريضه اللي ديفيسيل ا انتوبي وبدات لا ساتوراسيون ديالها تتهبط. انا قلت بيان سور خصني نعتق المريضه دونك عاود لبست بالزربه وهذاك الشيء وهذا دخلت انتوبيت المريضه قربت ليها كلشي داز مزيان. جيت نخرج خصكم تعرفوا اول جيست نديرو باش قبل ما نخرجوا سي كوا هي تتحيد لا شارلوط ونضاضه تتحيدهم بواحد لافاس. دونك حيت لا شارلوط جيت نحيد نضاضه ما لقيت والو. عرفتش طرا ليا دخلت ونسيت نضاض ما لبسهم والمشكله حتى اللي قدامي ما قالوش لي استاذ راه ما لابس نضاضر واش حشمو واش نساو وانتوبيت المريضه سون لونيت. راه ما نقول لكم دوش فخوا دازت عليا ماشي مشكل والحمد لله دازت 14 جو بقيت 14 جو انا مبوزط مي الحمد لله ما طرا والو وحتى اللي كانت ماشي مشكل مرحبا حيت حنا دخلنا باش نعتقوا ما دخلناش نديرو شي حاجه. اذا هادشي كله هاد لامباكت هذا تيعطينا سيغتان ريزولتا وبارفوا تيكونوا صعاب. كاين لونكسيتي. Il y a beaucoup de personnes d'abord qui sont anxieux. Moi, dans mon service,
souvent j'essaie de créer l'ambiance, bien sûr, qu'il y ait le respect, qu'il y ait le qraya, qu'il y ait le khidma à fond, mais j'essaie de créer le climat familial. Alors d'abord, c'est difficile, غير تجبد الضحكة من l'infirmier, vraiment, كلشي مقلق, كلشي مغوبش, je les comprends. Il y a des gens qui ont déprimé. Et sans citer les noms, il y a eu 2 tentatives de suicide parmi les professionnels de la santé في اطار هذه الجائحه هذه ديال الكوفيد باسكو عياو ما بقاش باقيين احنا ما تندويش على هذا الشيء باش ما نخلعوش الناس هي ليبويزمون فيزيك وكاين للاسف شي ناس اللي ولاو عاطينا لاديكسيون حيت حنا ان طون كو انتنسيفيست كو سا سوا دو ميدسان انفيرمي عندنا لو كونتاكت مع لي ستيبيفيون فاسيلمون دونك كاين تيتقلق اش تيدير يمشي يضرب ليه شويه دي مورفينيك ولا شويه ديال لي بنوفيل باش يرتاح مع راساتو ça c'est très très important. Et enfin, le dernier point, c'est le stress post-traumatique. Il y a des infirmiers qui me disent jusqu'à maintenant que Covid, mais tu jusqu'à maintenant. Donc finalement, pour synthétiser, de la pandémie, en tant que professionnel de la santé, on est qui est très vulnérable. C'est vrai, mais on est très très vulnérable. Alors, qu'est-ce que je propose pour éviter tout ça? Donc, il faut renforcer les stratégies de prévention, et surtout de prévention primaire. Il faut l'accompagnement psychologique, très important. Mais quand je dis accompagner sur le plan psychologique. L'accompagnement pédagogique. ما يمكنش تهز واحد انفيمي عمره ما عرف حتى شنو هي السون دانتوباسيون وتمشي تلوحو في كوفيد لا خصك تتبعو خصك تقابلو ثالث حاجه خص بيان سور لاكومبانيمون دو سوتيان كو سا سوا مورال مي اوسي ماتيريال ما فيها باس نعاونو هاد الناس ما فيها باس نموتيفيوهم بشتى الطرق ديجا راهم ديجا راهم ستريسين دونك حنا ما نزيدوش ونساوهم et c'est très important. Alors dernière chose et c'est avec laquelle je vais finir بزاف يقولوا راه ما شكروناش والله العظيم خذها مني ne chercher la reconnaissance de personne حنا تنخدموا واحد الهدف زوين اسمى منا اللي خلقنا شكروكم الناس بها ونعم ما شكروكمش حنا ماشي حنا خدامين واحد الهدف معين ومهم بزاف اللي هو هذاك المريض غادي نختم بحاجه واحده اللي سمحتي لي السي بهلوان والله العظيم فوق ما تنضو في لوبيتال وتنشوف مثلا ان ميدسان ولا ان انفيرميي كي سو بروتيج با عرفتي ما عرفتش نحس بها تنحس راه بحال انا اللي ما لابساش تلقاوني دايما مضارب مع لي جون ميدسان ديالي ومع لي انفيرمي ديالي عافاكم الله يرحمكم وين انا جو لو دي جو لو رودي بروتيجيفو لا بافيت في السبيطار لا بافيت نخرج على برا لا بافيت l'hygiène des mains, la distanciation sociale. C'est très important de se protéger aussi bien à l'hôpital que dans la vie commune. Donc, j'espère que les grands messages ont pu être passés. Alors, si vous avez remarqué, alors, j'ai laissé le cœur parler. Je ne voulais pas faire un truc formel parce que là, je pouvais vous faire passer une centaine de diapositives. Brina le cœur qui part et je suis vraiment prêt à répondre à vos questions, à vos interrogations. Et encore une fois, je remercie M. Behlaouen pour cette initiative. Et je te remercie à titre personnel, mais vraiment, Tabarakallah Alik, tu es en train de faire un travail incroyable à l'ESPIS. Et ça sera toujours, et je serai toujours honoré si tu m'invites une prochaine fois. Je suis là à votre service. Merci beaucoup, M. Behlaouen. Merci. Merci, professeur, notre parrain, urgentologue, donc pour cette présentation, de nous avoir rapproché par rapport à l'impact du Covid-19 sur les activités professionnelles, qui nous a donné des statistiques, les dernières statistiques des cas graves, qui sont 81 cas en réanimation. Aussi bien il nous a rapproché sur les pratiques de prise en charge. Donc, le professeur Mouhaoui, il nous a parlé aussi bien sur l'effet
positif du Covid. Donc, il a un effet positif sur les professionnels de la santé, qui sont la communication, c'est-à-dire on développe plus d'autres outils, enfin des outils de communication. On est plus impliqué, on a l'implication, les gens qui sont impliqués d'une manière volontaire, et une grande solidarité entre les professionnels de la santé et bien sûr entre la société aussi. Il nous a rapprochés donné sur cette deuxième vague qui est par rapport à lui 10 fois plus grave que la première vague. Par exemple, on est arrivé à avoir comment dire, même des CHU qui sont atteints par cette pandémie, donc CHU de Marrakech, CHU de Fès. Donc, c'est vraiment c'est ça le côté négatif il nous a rapprochés aussi bien par rapport à ce côté négatif. On fait des changements rapides, brutales, comme on dit, c'est-à-dire une précipitation parce qu'on veut répondre, on veut prendre en charge plus de patients, c'est normal, mais ce changement a pas mal d'effets négatifs sur le professionnel de la santé, que ce soit les infirmiers, les médecins, qu'on remercie beaucoup, qui font un travail extraordinaire. C'est vraiment en contact direct avec les patients et ils ont beaucoup en ce moment, il faut être solidaire avec eux, il faut les supporter, il faut leur donner plus de moyens, que ce soit par rapport à leur accompagnement psychologique ou par rapport aussi bien au côté matériel. C'est important aussi donc de les soutenir. Il y a pas mal de professionnels qui souffrent d'anxiété, qui souffrent de dépression, qui souffrent de stress, comme il a bien dit, il a bien expliqué, post-traumatique. Donc, il y a pas mal de choses, mais on retient qu'on fait un très bon travail, un très grand travail dans notre pays. Et on remercie beaucoup les professionnels de la santé, les infirmiers, les administrateurs aussi, l'administration et aussi bien les médecins, que ce soit dans le privé ou dans le public. Donc, ils font un très bon boulot. C'est un grand merci, mille merci à ces gens-là dans notre pays. Et là, jusqu'à maintenant, je pense que le taux de mortalité chez nous, il est bien maîtrisé, même si on a en ce moment cette vague qui est très, très, très dure. Donc, moi, j'aimerais bien remercier personnellement professeur Mouaoui de nous avoir supporté pendant, c'est-à-dire il a parrainé une option chez nous avec les SPIS, l'option soins d'urgence, soins intensifs, dès le départ. Donc, il l'a parrainé. Il nous a toujours aidé. Il a un grand cœur. C'est-à-dire surtout le côté encadrement, la simulation aussi. Il nous a parlé. Et vraiment, j'ai appris que, professeur Mouaoui, j'ai appris qu'ils ont fait les simulateurs Covid. Et ça aussi, c'est une très, très bonne chose. Oui. C'est une très bonne chose par rapport à nos professionnels de la santé. Donc, le simulateur Covid, c'est très important. Et bravo à ce que vous faites, professeur Mouaoui. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. Donc, on passe maintenant au docteur Loubna Cherif Alami. Donc, comme vous savez, la mise en place des textes et de lois juridiques permet aussi la prévention contre la pandémie, que ce soit par rapport aux citoyens ou par rapport aux professionnels de la santé. Donc, avec nous, docteur Loubna Cherif Alami, pour nous présenter le cadre juridique et réglementaire dans la pratique d'activité des professionnels de la santé.
Il va nous rapprocher aussi par rapport à son expérience en tant que dentiste spécialiste. Donc, à vous la parole, docteur Lubna Srif Alem. Alors, chers confrères, chers consoeurs, bonjour. Donc, j'ai l'honneur d'avoir la dernière communication et peut-être je vais avoir plus de temps pour pouvoir parler donc de ce volet qui me tient beaucoup à cœur. Donc, le cadre réglementaire, je remercie donc les conférenciers qui m'ont précédé, notamment professeur Mouhiaoui Boutaleb et professeur Khatabi, où leur conférence était très intéressante. J'ai appris beaucoup de choses et donc je les remercie. Je remercie moi aussi à mon tour tous ces professionnels et toutes les professions médicales et les professions en sciences de la santé et tous les Marocains et tout le personnel humain qui a contribué de proche ou de loin pour lutter contre cette pandémie actuelle du Covid-19. Je remercie aussi et je souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réalisations scientifiques pour l'AMSTES, qui est une association donc pour l'environnement et la santé qui est très, très intéressante parce qu'il y a d'autres associations au niveau mondial, mais cette association, elle est fraîche et elle apporte beaucoup d'intérêt, en tout cas à mon sens, pour l'environnement qui est très, très important d'un point de vue médical. Et donc, je vais rentrer, je remercie donc le professeur Boulawan et Madame Boutaleb et toute l'audience qui nous entend. Et donc, on va passer directement à notre sujet qui est le cadre réglementaire, au fait, et juridique de l'activité, dans notre activité de soins en tant que professionnel en sciences de la santé. Alors, je vais essayer de vous parler un petit peu brièvement et je vais essayer quand même de parler de ce sujet. Je me présente tout d'abord, je suis expert auprès des tribunaux et je suis chirurgien dentiste spécialiste en paro-implantologie. J'ai toujours approché les sciences juridiques. Je donne des cours à la faculté de médecine dentaire dans les bases juridiques en médecine dentaire, des cours dans les facultés de sciences juridiques dans les masters de recherche ici, donc au Maroc. Donc, je suis très active sur ce côté-là. Je fais beaucoup de conférences, beaucoup de congrès sur ça, des articles que j'ai écrits aussi. Mais donc, le sujet pour moi, donc aujourd'hui, on va parler de ce cadre réglementaire.